Yannick Sinner suspendu, 3 mois, c'est la news de la journée, c'est la bombe de la journée, j'ai envie de dire. Évidemment qu'il y a plusieurs lectures à ça. Dans cette vidéo, moi, je vais vous donner mon avis. J'ai pris un petit peu de recul sur la question. J'ai essayé un petit peu d'analyser ce qui se passait, pourquoi il y avait des comparaisons avec d'autres cas ou non. On va analyser ça tout de suite. Déjà, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, c'est une super semaine de tennis, mais on en parlera demain dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va s'attarder spécialement sur le cas Sinner, pourquoi ça fait parler, pourquoi il y a toutes ces réactions. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. Yannick Sinner, numéro 1 mondial, a trouvé un accord, on va parler de cet accord avec l'Agence mondiale antidopage pour une suspension de 3 mois après ses contrôles positifs au close table l'année dernière. Il pourra donc revenir sur les cours le 4 mai. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir aux bases et on va voir à partir de quand cette histoire est sortie et de quand datent les échantillons du potentiel dopage chez l'Italien. Donc, on est en août, un petit peu avant l'US Open, et c'est là qu'il y a l'histoire sur Sinner qui sort. On est à ce moment-là en août et on nous apprend qu'il y a eu donc des échantillons et qu'il a été testé positif à 2 reprises au close table lors du Master 1000 d'Indian Wells qui s'est déroulé du 6 au 17 mars. Donc déjà, à partir de là, on a une première information qui nous tombe en août, mars, avril, mai, juin, juillet, août, 6 mois après. Pourquoi, durant 6 mois, nous n'étions pas au courant? Pourquoi personne n'était au courant, en tout cas dans le paysage médiatique, chez les fans de tennis, peut-être chez les autres joueurs? Il y a eu un silence radio. Ça, c'est la première grosse interrogation et c'est la première chose qui va déranger. C'est clairement une information hyper importante et on nous la donne 6 mois après. On va continuer, vous allez voir, tout ça est assez intéressant quand on repart depuis le début. En pleine affaire de dopage, Yannick Sinner se sépare donc de son kiné et de son préparateur physique. À ce moment-là, il était un petit peu dans la tourmente, mais il faut se rappeler qu'au moment de cette US Open, Yannick Sinner, il arrive avec quelques doutes puisque ça y est, les caméras sont braquées sur lui concernant cette histoire de dopage et qu'il arrive quand même à jouer cette US Open. À ce moment-là, aucune suspension, rien, seulement en tout cas des articles sur ce potentiel dopage, en tout cas sur ces échantillons trouvés, mais sur la compétition en elle-même, il a juste perdu les points d'Indian Wells et stop, ça s'arrête là. Donc, c'est déjà aussi une première information. Yannick Sinner, on nous sort l'information 6 mois après et il a l'occasion, comme si de rien n'était, de jouer l'US Open. Pourquoi pas? On continue, vous allez voir. Donc, pour revenir au fait, déjà, c'est le kiné qui a appliqué ce spray sur la peau de Yannick Sinner concernant une coupure à un doigt. Apparemment, c'est une pratique qui est très courante en Italie. Il y a eu plusieurs joueurs italiens d'ailleurs à qui c'était arrivé. Donc, bon, pour eux, pas de problème, on va dire que c'est négligence. Et ce mot-là, négligence, on va le retrouver plus tard dans l'affaire. Ensuite, je suis tombé aussi sur un autre article. Yannick Sinner, et c'est là que ça devient intéressant, comparaîtra en avril devant le tribunal arbitral du sport et il devait comparaître le 16 et 17 avril. Vous notez que le 16 et 17 avril, c'est dans 2 mois et que la décision, aujourd'hui, on la connaît, donc elle a été avancée. Je ne suis pas un professionnel de droit, je ne vais pas rentrer dans des complots ou autres, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette suspension de 3 mois pour Yannick Sinner, elle arrive évidemment, on l'a vu un petit peu partout, à point nommé, c'est un petit peu un prolongement de vacances. Il a pu jouer l'Open d'Australie sans aucun souci. À partir de maintenant, d'ailleurs, il s'est retiré de Rotterdam, mais il s'est retiré de Rotterdam, on va le voir après. Ça fait déjà une bonne semaine qu'il est suspendu. Donc, est-ce qu'il s'est retiré? Est-ce qu'il savait qu'il allait être suspendu? Maintenant, on peut rentrer un petit peu dans toutes les théories possibles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il devait comparaître les 16 et 17 avril. Au final, ça a été avancé et il y a eu, comme on l'a vu au départ, un accord. Mais pourquoi un accord? En fait, il faut se dire que je vais ni défendre Sinner ni l'accabler, je vais juste essayer de comprendre et de vous donner mon avis. Un accord, pour Yannick Sinner, ça lui permet une chose, c'est d'entériner l'histoire. À partir du moment où Sinner décide de passer un accord, puisque comme chaque personne qui va au tribunal pour n'importe quelle affaire, on est en capacité de se défendre et de pouvoir négocier sa peine ou non. À partir du moment où tu négocies ta peine, là en l'occurrence, on va continuer, on va le voir,
il est responsable de son corps et donc là, c'est de la négligence. Mais ce qu'on a retrouvé en termes de clostebol dans son corps, ça a été prouvé, ça ne l'a pas du tout avantagé dans ses performances sportives. Donc tranquille, il faut aussi savoir prendre du recul sur oui, est-ce qu'il y a eu du dopage volontaire ou involontaire? Est-ce que c'est de la négligence ou est-ce que c'est quelque chose de voulu pour l'italien? Là, très clairement, ça a été prouvé plusieurs fois. Ça y est, c'est acté. À aucun moment, ces molécules de clostebol, on peut appeler ça comme on veut, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais en tout cas, ça ne l'a pas aidé et ça ne l'a pas favorisé par rapport à ses concurrents directs. Donc, pourquoi demander une suspension d'1 ou 2 ans comme ça pouvait être le cas à la base, puisqu'ensuite on a eu les preuves très clairement que Yannick Sinner n'avait eu aucun avantage physique sur ses adversaires. Donc maintenant vient la question de combien, en termes de durée de suspension, combien mérite une négligence de ce type. Et non pas combien mérite une suspension pour dopage, puisque en fait, au final, c'est pas du dopage, c'est de la négligence. Il n'a pas réussi à contrôler suffisamment bien son corps. Et ça, je prends un autre exemple. Il y a Teddy Riner qui le disait et plein d'athlètes aux Jeux Olympiques qui disaient, évidemment, on est responsable de notre corps, on doit absolument faire attention à tout ce qu'on mange, à tout ce qu'on boit, à tout ce qu'on nous met sur le corps en termes de crème, de médicaments ou autres. Lui, il le disait, Teddy Riner, il ne boit pas les bouteilles d'eau qui sont déjà ouvertes. Voilà, alors après, chacun sa précaution ou autre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on doit juger maintenant, non pas une affaire de dopage, mais une affaire de négligence. Donc déjà, toutes les comparaisons avec les cas précédents, et je vois beaucoup de comparaisons avec le cas Alep, eh ben, c'est deux choses différentes. C'est deux cas qui sont ultra différents et qui n'ont absolument rien à voir, et on va le voir en détail. Il y avait beaucoup d'articles concernant le cas Alep, donc je suis allé aussi sur ChatGPT pour avoir un petit résumé de ce qui se passait, parce que dans les articles, il y avait des très longs articles avec parfois des informations manquantes, etc. Donc, je suis allé voir et effectivement, en fait, ça c'est hyper important. La dose de roxadustat trouvée dans son échantillon a été jugée anormale. Là, on parle d'Alep. Ce qui a amené à la conclusion qu'il ne s'agissait probablement pas d'une simple contamination accidentelle, mais plutôt d'une ingérence dans son système à un niveau non négligeable. Et en fait, ce qui s'est passé avec Alep, qui elle, à la base, avait été suspendue 4 ans, puis ensuite ça a été diminué aussi, et ça, il faut le dire. On parlera après de Richard Gasquet, lui qui a été suspendu pour cocaïne, on va le voir après, mais d'abord, on va rester sur Alep. En fait, ce qui s'est passé à Alep, c'est ça a été jugé que finalement, cet échantillon était anormal. Alors que l'échantillon retrouvé dans le corps de Yannick Sinner, lui, on va pas dire qu'il était normal, mais en tout cas, il n'était pas anormal. Et comme je le disais avant, ça a été prouvé que ça ne lui apportait aucun avantage sur ses adversaires. Et ça, cette nuance-là, elle est énorme. Parce que là, il y a des doses dans le corps d'Alep qu'on ne peut pas expliquer, alors que elle nie, elle se défend, évidemment, c'est son droit, et moi je ne sais pas qui a raison. Je constate juste que dans le corps de Sinner, on a trouvé une dose, un échantillon très très faible qui ne l'a pas avantagé, et l'échantillon qu'on a trouvé dans le corps d'Alep est un échantillon qu'on n'arrive pas forcément à expliquer. Donc c'est deux histoires complètement différentes et c'est très dur de vouloir les mêmes sanctions. Si on parle maintenant de Richard Gasquet, suspendu pour cocaïne d'abord, et suspendu 2 mois et demi. À la base, Richard Gasquet, lui, pareil, il a été condamné, mais ensuite sa suspension a été diminuée puisqu'on a jugé qu'en fait, apparemment, je reprends ce que j'ai trouvé sur les articles, c'était en boîte de nuit quand il avait embrassé une fille, on avait trouvé des résidus de cocaïne, et donc à partir de ce moment-là, en fait, on a pu prouver que ce n'était pas du dopage volontaire et qu'encore une fois, c'était, comme pour Sinner, c'était de la négligence. C'était de la négligence et donc on retrouve au final une suspension quasiment égale à celle de Yannick Sinner qui est suspendu 2 mois et demi. Yannick Sinner suspendu 3 mois. Voilà pour moi une affaire à laquelle on peut un petit peu comparer, même si ce n'est pas les mêmes produits. On est sur une négligence chacun son tour, sur des affaires différentes, sur des produits différents, mais on n'est clairement pas sur une volonté, même si Alep ce n'est pas forcément une volonté, on est sur des produits qu'on peut expliquer, une dose surtout qu'on peut expliquer, et une dose qui ne favorise pas le joueur, et ça c'est une nuance qui est extrêmement importante. Maintenant, si on se penche sur le cas du numéro 1 mondial, ici Yannick Sinner, il est suspendu jusqu'en mai.
Et c'est là que ça devient intéressant, ou en tout cas inquiétant, je ne sais pas de quel côté il faudrait voir la chose, puisque Yannick Sinner a pu jouer, comme on l'a dit, l'US Open en 2024. Ensuite, il a joué sa fin d'année tranquillement. Il a fait une fin d'année exceptionnelle avec le Masters, l'US Open. Évidemment, derrière, début de la saison 2025, il joue l'Open d'Australie. On connaît le résultat. C'est lui qui gagne l'Open d'Australie. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe? Normalement, il devait avoir rendez-vous au tribunal en avril. Et là, juste après l'Open d'Australie, un mois après, on apprend que la décision, ça y est prise et qu'il va être suspendu 3 mois. Mais 3 mois à quel moment? Février, mars, avril, et qu'il pourra reprendre bizarrement son tournoi. Il pourra reprendre au tournoi de Rome, chez lui, à domicile. Alors, peut-être qu'on est complotiste, j'en sais rien. Encore une fois, je ne prends ni parti pour Sinner, ni parti pour les anti-Sinner, on va dire. Mais ça paraît quand même bizarre qu'il ait pu jouer l'US Open tranquillement. Ça paraît quand même bizarre qu'il ait pu jouer l'Open d'Australie tranquillement, sachant que les produits ont été trouvés en mars dernier, au moment d'Indian Wells, ça va faire quasiment 1 an. Et là, bizarrement, il est suspendu 3 mois sur une période super creuse où il a seulement 2000 points à défendre. Donc, il va perdre 2000 points seulement. Il va rester numéro 1 mondial. Il va pouvoir se préparer pour la saison sur terre battue puisqu'il va pouvoir autorisation de reprise de l'entraînement le 13 avril. Et il fera son retour en compétition au Master 1000 de Rome. Il va donc pouvoir jouer Rome et ensuite Roland Garros, Wimbledon et ensuite, encore une fois, l'US Open. Il ne manquera aucun grand chelem, il va pouvoir revenir comme un héros chez lui en Italie dans le plus gros tournoi du pays. Donc tout ça, évidemment, ça pose question. Maintenant qu'on a un petit peu énuméré les faits, peut-être que j'ai oublié quelques trucs, quelques petits détails, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vais vous donner mon avis. Évidemment que le timing est un peu bizarre. Le timing est un peu bizarre puisque, évidemment, s'il y a une négligence, pour moi, déjà, c'est normal que la suspension soit diminuée et largement. À aucun moment, pour moi en tout cas, ça mérite une suspension d'1 ou 2 ans. Eux, l'Agence mondiale d'antidopage, ils doivent faire leur boulot, ils doivent dire, voilà, on a suspendu Sinner. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pas parce qu'il y a une négligence dans un petit produit qui n'a apporté aucun avantage à ce joueur qu'on doit le punir pour marquer un exemple et pour faire plaisir à tous ses détracteurs. Si il y avait eu preuve que ce produit avait pu avantager Yannick Sinner, alors là, oui, la sanction aurait dû être bien plus lourde. Mais à partir du moment où ça a été acté, que c'était une négligence et qu'il n'y a eu aucun apport, ni sportif, ni rien, alors à partir de ce moment-là, la suspension, elle, c'est normal qu'elle soit de 2-3 mois. Voilà. L'Agence mondiale d'antidopage marque le coup, marque une suspension. Alors, on n'a pas parlé du cas Swiatek, mais pareil, Swiatek avait été suspendu. En tout cas, la mine de rien, il ne faut pas minimiser ce qui se passe. Yannick Sinner a quand même été suspendu 3 mois pour un mini truc, une négligence, quelque chose voilà, qu'il n'a pas su maîtriser, où il n'a pas fait attention. Mais stop, ça s'arrête là. À un moment, il faut arrêter d'en faire tout un plat, il faut arrêter d'en faire toute une histoire, comme si Yannick Sinner avait tué quelqu'un. Yannick Sinner a eu une négligence, il a pris sa suspension de 3 mois, fin de l'histoire. La seule chose qui interroge, c'est la durée, c'est pas la durée, c'est la période sur laquelle il va purger cette durée. Parce que oui, la période, moi, c'est ce qui me dérange. Bizarrement, ça arrive après l'Open d'Australie, avant Roland Garros et Wimbledon, un peu sur une période creuse. On l'a dit, il ne va quasiment rien perdre, il va rester numéro 1 mondial. Alors, voilà, moi, si je dois souligner quelque chose, la durée de la suspension, je la trouve logique et en aucun cas, elle aurait dû être beaucoup plus grande, même un petit peu plus grande, 3 mois, c'est le grand maximum. Par contre, la durée et la prise de décision, sachant qu'il aurait dû passer devant le tribunal en avril, ça m'interroge. Avant de finir cette vidéo, je voudrais quand même faire un point sur les gens qui disent « Oui, les grands perdants, c'est le tennis prend un coup, etc. » On voit Stan Wawrinka qui met des tweets en disant qu'il ne croit plus en un sport propre. Ça va, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. À un moment, il faut arrêter les bêtises. Yannick Sinner, il y a eu une négligence. On l'a dit 15 fois dans cette vidéo et on retrouve tous les articles sur Internet. Je ne suis pas un fervent supporter de Yannick Sinner. Je suis un fervent supporter d'aucun joueur. Moi, j'essaie d'analyser en donnant mon avis. Et là, il faut savoir être objectif. Le gars, il n'a pas fait attention, quelqu'un lui a foutu quelque chose, ça lui a apporté aucun avantage, que des embrouilles, excusez-moi pour le mot, que des emmerdes, parce qu'à un moment, c'est ce qui se passe, il a que des problèmes avec ça, pour son image, etc. Si demain, on me prouve par A plus B que ça lui a apporté quelque chose physiquement, alors oui, là, évidemment, c'est beaucoup plus problématique. Mais là, en l'occurrence, ça va.
ça va, il n'y a pas eu mort d'homme, il prend sa suspension de 3 mois, tant pis pour la durée indéterminée, mais encore heureux pour l'intérêt du tennis. Des joueurs comme Yannick Sinner, il y en a très peu, très peu sur des décennies. Donc à un moment, il faut aussi faire confiance. Lui, il nous raconte son histoire. Moi, personnellement, pour le coup, j'y crois. Il y a négligence, il y a suspension de 3 mois, c'est fini. Comme ça, l'Agence mondiale antidopage a montré son exemple. Lui, une fois qu'il a purgé sa suspension, c'est derrière lui et il peut continuer sa carrière. Tout le monde est content, mais surtout, stop, ça va, le tennis va s'en sortir. Nick Kyrgios va continuer ses tweets si ça lui fait plaisir. Les anciens joueurs qui auraient dit « moi je boycotte », un peu comme Kafelnikov qui met des tweets « moi je boycotterais Yannick Sinner si aujourd'hui je devais jouer contre lui », tu boycotterais rien du tout. Il y a un moment, il n'y a pas mort d'homme, c'est rien, c'est franchement tranquille. Bref, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. En tout cas, c'est mon avis, ce n'est pas une vérité. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires parce que c'est un sujet intéressant, mais c'est aussi un sujet épineux. C'est un sujet qui fait parler, c'est un sujet clivant, c'est un sujet qui divise, mais on est là pour en parler, pour en débattre calmement. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce, ça m'aide énormément. Cette semaine, on a eu énormément de tennis, des beaux matchs, des trucs incroyables, encore une fois avec Joao Fonseca, mais on se garde tout ça pour demain parce que dès demain, on continue le débrief de chaque semaine, on va parler de la semaine qui arrive, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater et nous on se retrouve très vite.